ce qu'on va appeler le syndrome de possession diabolique, parce que le mot possession diabolique, c'est s'avancer beaucoup. Donc on va utiliser plutôt syndrome de possession diabolique. Premièrement, est-il nécessaire de s'y intéresser, c'est-à-dire est-ce que ça a été observé? Parce que si rien n'a été observé, ce n'est pas la peine de s'y intéresser. Les cas sont rares, mais certains dépassent effectivement tout ce que l'on peut connaître à l'heure actuelle. Un démon qui va posséder une personne ne commencera pas directement par rentrer dans la personne. Le démon vient pour faire peur, se nourrir de l'énergie de la personne. Si l'énergie de la personne est négative, dans la peur, dans la peine, tout est une énergie pour lui, il se nourrit de ça. Fait qu'il va prendre apparence pour faire peur à la personne, il va faire du bruit, il va cogner, il va la déplacer, il va peut-être même lui tirer les cheveux la nuit, jusqu'au point de peut-être entrer en elle, mais ce ne sera pas réellement ce que je vais appeler, moi, une possession. C'est plus une espèce de mini-attaque pour faire peur. Le cas le plus récent et le plus documenté, c'est celui de Anneliese Michel en Allemagne, ce qui a inspiré le film L'exorcisme d'Emily Rose, qui est en fait un documentaire sensiblement exact de ce qui s'est produit en Allemagne dans les années 70. Que s'est-il passé avec cette pauvre femme Emily Rose? Personne ne le sait. Ce que l'on peut par contre savoir, c'est que les diagnostics médicaux qui ont été posés et les diagnostics psychiatriques ne collent pas avec ce qui a été réellement observé. Mais l'explication nous fait défaut à l'heure actuelle. Il est sûr que la grosse majorité des cas de possession diabolique ou présumés tels sont à point de départ psychiatrique. Mais est-ce que 100% sont à point de départ psychiatrique? Ça, personne ne peut l'affirmer à l'heure actuelle. Un incube est un démon masculin dans la tradition qui agresse physiquement et sexuellement les femmes. Et il y a le pendant féminin qui s'appelle la succube, qui, elle, s'en prendrait aux hommes si on veut. Mais les cas d'incube sont beaucoup plus fréquents que les cas de succube. Pourquoi? On ne le sait pas trop. C'est donc une histoire qui est rapportée depuis des centaines d'années, je dirais même. Mais étrangement, j'ai eu des cas modernes, une espèce de symptômes qui correspondaient autant à des témoignages anciens que modernes. Et donc, quand on met tout ça ensemble, bon, ben alors la personne se sent incapable de bouger, paralysée, sent un poids sur la poitrine, entend des voix, parfois des respirations, se sent agressée et tout. Et là, on se rend compte que ça peut correspondre à ce qu'on appelle la paralysie du sommeil, qui est un trouble du sommeil de plus en plus connu par les spécialistes du sommeil. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le cerveau est réveillé, mais pas le corps. Alors, le corps, lui, continue d'être comme en état de rêve, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas pour ne pas courir pendant un rêve, par exemple, pendant un sommeil. Et la personne peut avoir des effets hallucinatoires. Alors, elle va entendre des voix, elle peut entendre des respirations, peut sentir une présence, des choses comme ça. Et là, elle commence à paniquer parce qu'elle est paralysée. Et là, ça peut faire une pression sur la poitrine. Il y a un manque d'oxygène associé à ça qui pourrait expliquer plusieurs autres symptômes. L'incube comme tel, donc, les témoignages correspondent. Ça semble véridique. Le témoignage comme tel n'est pas à remettre en question. La cause de ce que ressentent ces gens-là, par contre, pourrait peut-être s'expliquer de manière scientifique actuellement. Alors, le terme poltergeist est un mot allemand qui signifie esprit frappeur et on utilisait ça à l'origine pour signaler des cas de maison hantée un petit peu plus agressifs que ce qu'on voit habituellement dans les cas d'antiques. Autrement dit, les coups frappés étaient plus forts, les déplacements d'objets étaient plus violents, par exemple. Aujourd'hui, on définit le poltergeist comme étant un cas de phénomènes paranormaux, mais provoqués par un individu vivant qui se trouve donc sur place, mais qui inconsciemment provoque les phénomènes par une force qu'on n'a toujours pas identifiée. Alors, la théorie du poltergeist est intéressante et on peut remarquer que des individus qui provoquent des phénomènes dans un lieu précis, dans un autre endroit, provoqueront strictement rien. Il semble donc y avoir la conjonction d'un lieu et d'une personne vivante pour provoquer ce genre de phénomène-là. Mais on est loin d'avoir identifié toutes les données du problème. Mais est-ce que c'est l'endroit? Est-ce que c'est la personne? Et ça arrête à peu près dans les mêmes conditions qu'un cas d'antise après quelques mois, soit l'individu mature qui a peut-être un rapport et ça, le phénomène cesse de lui-même habituellement. On ne favorise pas l'apparition de phénomènes paranormaux. Ils sont là. OK? On ne les crée pas et je ne pense pas non plus qu'on puisse les détruire. Il peut y avoir plusieurs raisons. J'ai déjà été chez une dame qui avait beaucoup de cristaux, des cristaux de collection, des belles pierres. Elle croyait entendre des bruits, des sons, elle se sentait observée. Mais ces cristaux-là enregistrent l'énergie ou dégagent une énergie, un peu comme l'électricité dans une maison. Ça peut enregistrer l'énergie. Les pierres sont vieilles, ils en ont vu d'autres. Ça peut être ton terrain aussi chez toi, mettons. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des esprits chez toi.
C'est comme un enregistreur vocal naturel. Ça allait enregistrer les énergies des personnes qui ont passé, des événements, surtout de colère, de peine, vu que l'énergie était plus forte dans ce temps-là. Ça va les reproduire. Plusieurs phénomènes de hantise se situent près des cours d'eau, alors de l'eau courante, sur des rivières souterraines, ou même si vous avez un gros système d'égout, une espèce d'égout municipal où il y a beaucoup d'eau qui se promène sous le bâtiment, ça peut favoriser parce que ça crée, il y a beaucoup d'énergie là-dedans. Okay? Aussi, les lignes à haute tension, s'il y en a tout près, ça peut aussi favoriser, non pas le phénomène, je me contredis, mais favoriser le fait qu'on peut les percevoir peut-être ou les enregistrer avec nos appareils. Sur les phénomènes aussi qui peuvent être causés par les personnes, c'est à 90 du temps que moi j'ai été avec des amis aller sur des places, la personne qui était là, que ce soit une dame ou un homme, interageait dans l'énergie. On dérange l'esprit. Parce qu'avant ça, la maison qui était une personne, il ne se passait rien, absolument rien. Mais la personne qui était là, son énergie, on en dégage toute une. Même scientifiquement, on peut le prouver. Mais la personne qui arrive là, mettons, est toujours en colère, ça ne va pas bien dans sa vie, il peut déranger l'esprit puis le réveiller. Réveiller un esprit ou même l'attirer. Souvent, on va dans les endroits, c'est pas la maison qui est hantée, c'est la personne qui l'est. L'esprit va s'attacher à la personne parce que ça va lui rappeler en quelque sorte son ancienne vie. Si tout le monde peut voir, vivre ou sentir un phénomène paranormal, je vais vous dire oui, parce que ça arrive toujours par accident. Ça ne prend pas de pouvoir, de dons spéciaux pour voir ou sentir ça. Je pense que ça arrive au moment où on passe, ou on passe au moment où ça arrive. C'est vraiment... On n'a pas de contrôle là-dessus. C'est pour ça que la majorité des gens n'en verront jamais, parce que c'est quand même assez rare que ça arrive, mais nous autres, on en voit un peu plus parce qu'on court après. Mais à ce moment-là, si les phénomènes sont physiques, tout le monde va les constater. On va tous entendre le coup frapper dans le mur, on va tous voir l'objet se déplacer, la flaque d'eau apparaître, par exemple, des choses comme ça. Alors, comme tel, oui, tout le monde. Il y a des sensibilités individuelles qui vont faire qu'on ne sentira peut-être pas tous une présence, ou encore qu'on n'entendra peut-être pas tous un son là, qui peut se produire. Mais en général, moi, je pense que tout le monde est apte à percevoir les phénomènes paranormaux qui pourraient se produire. Mon nom est Guy Pinel et je suis témoin de phénomènes paranormaux. Je n'ai pas toujours cru aux phénomènes paranormaux. Je crois que moi, personnellement, je ne suis pas une personne très sensible à ça. Les phénomènes, à présent, je les vis parce qu'il y a quelqu'un dans ma vie avec qui je vis qui, je crois, qui est très sensible et qui attire, j'ai l'impression, ces phénomènes-là. Tout récemment, il s'est passé quelque chose. On vient de déménager dans une nouvelle demeure, c'est un duplex. Nos locataires, on trouvait que le soir, entre 10h30 et 11h, on se demandait ce qui se passait. C'était toujours entre ça et ça. Puis ça durait une vingtaine de minutes à chaque soir. On n'entendait pas vraiment bien marcher. On pensait que les gens, ils se couraient dans l'appartement au-dessus de nous autres. J'ai dit à un moment donné, il va falloir les avertir. Mais ces gens-là sont partis en vacances en Espagne et il n'y avait plus personne dans l'appartement. Ils sont partis 3 semaines. Et puis, 2 jours après, même phénomène. Ma conjointe me regarde, elle dit « T'entends-tu marcher en haut? » Je dis « Oui, j'entends marcher. » La théorie veut que les enfants aient beaucoup de facilité à voir des phénomènes paranormaux, voir des fantômes. Souvent, on va parler des amis imaginaires des enfants, puis on ne sait plus si c'est vraiment un ami imaginaire ou des fois, l'ami imaginaire est capable de dire des choses que l'enfant est supposé ignorer, puis les parents font le saut parce qu'ils disent « Comment se fait que l'enfant sait ça? » Fait que c'est là qu'on se dit les enfants ont plus tendance à voir des choses parce qu'ils sont plus purs, sont plus innocents, ils n'ont aucun problème dans la vie. Curieusement, les femmes semblent être plus au cœur de ce genre de phénomène-là. Elles vont en rapporter plus, en tout cas, les cas de prémonition, les cas d'incube. Même dans un cas de hantise, quand on a une famille impliquée, c'est souvent la mère qui va rapporter le plus de phénomènes, peut-être parce qu'elle est plus à la maison aussi. Alors, c'est difficile de dire si la femme est plus observatrice ou si elle est plus au cœur de ce phénomène-là ou plus sujette à en parler tout simplement parce que des hommes qui se gardent une petite réserve de scepticisme, là, mais ils vont voir quelque chose, mais ils vont trouver une explication ou ils en parleront tout simplement pas. Les gens qui vivent des phénomènes paranormaux vont vivre toutes sortes d'émotions. Que ce soit ils veulent vendre leur maison.
Souvent, les appels qu'on reçoit, là, ils veulent déménager de là. Ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur pour les membres de la famille, ils ont peur de se faire pousser en bas des escaliers. À un moment donné, ça devient même trop. Parce que si on a vécu un phénomène vraiment paranormal dans la maison, mais après ça, tout ce qui va se rattacher, il y a une assiette qui tombe à terre parce que le chat l'a poussé. Pour les autres, ça devient paranormal. Et à un moment donné, il y a une genre d'hystérie qui se fait dans la famille ou dans la bâtisse où ce que plein de gens peuvent vivre des phénomènes paranormaux. Une personne qui vit ça peut avoir peur comme ça. Ça dépend de qu'est-ce qu'il vit. Tu sais, pour lui, ça n'existe pas. C'est invisible, tu te fais toucher, tu peux paranoïer, tu vas avoir peur, tu te poses des questions. Parce que là, tu te dis, hey, je suis fort dans la vie physiquement, je peux me défendre avec mes poings, mais là, c'est transparent, ça n'existe pas pour lui. Là, ça peut aller loin. Médicaments, médecins, des dépressions, peut aller jusque-là. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont vivre ça, mais ils vont le prendre comme ça. Ce qu'on voit à la télévision, ou dans les séries télévisées ou dans les films, là, c'est vraiment pas la réalité. Parce que de toute façon, s'ils ne mettaient pas ça épeurant, intéressant, personne n'irait voir le film ou personne n'écouterait la série télévisée. Puis probablement, si vous regardiez ce que nous, on fait pendant des enquêtes, vous trouveriez ça pas mal en dormant. Fait qu'on est obligé des fois, dans ces séries-là, de placer un peu d'effets sonores, des ralentis, des choses comme ça pour rendre ça intéressant. Mais on est vraiment loin de Hollywood dans la vraie vie. J'ai arrêté de parler de tout ce que je vivais chez mes parents à tout le monde. Je ne parlais plus de rien. Jusqu'à rendu à 20 ans, que là, j'ai recommencé à en parler. Un moment donné, un souper de famille, j'ai dit, là, il faut que je vous en parle parce que ça m'arrive trop souvent, puis c'est trop présent dans ma vie. Puis la radio chez mes parents qui partait tout seul en bas, qui se refermait. Puis là, ma mère qui dit, ben oui, je le sais, moi aussi, je l'entends. Puis ça m'arrive aussi. Puis il y a les choses. Bon, là, ça m'a fait, je suis pas folle. Au moins, les phénomènes que j'entendais dans la maison, les autres membres de la famille aussi, ils ont été témoins. Pas tous, mais d'autres. Puis j'ai réalisé que même mon père était ouvert à ces choses-là, ma mère, tout. Souvent, on se ferme, puis j'ai été dans le fond 5 ans à ne pas en parler, puis à vivre ça tout seul, même avec des amis, tout, à ne pas parler de rien. Parce que tu te dis, mon Dieu, regarde, ils me disent, peut-être que tu exagères un peu ou tu vis ça trop intensément, là, prends ça relax. J'en ai parlé à des amis. Toutes mes chums de foot sont au courant. Il y en a beaucoup qui ont ri de moi. Je veux dire, quand ça faisait 3 nuits que je passais ici et que je dormais pas, j'ai demandé à des chums, hey, pour vrai, il faut que j'aille dormir chez vous à soir, là, je suis plus capable de dormir, là, je t'avais de tomber à terre. J'ai déménagé, puis il y a encore du monde qui me disent, puis t'as encore des fantômes chez vous? Je compare ça un petit peu à... Tu sais, on prend la personne qui est gay puis qui doit faire son cheminement puis son coming out. Ça prend des années, ça prend du temps, puis à un moment donné, elle décide de faire son coming out et d'en parler. Mais je compare ça un petit peu à ça. C'est qu'on s'intéresse à ça pendant des années, mais c'est pas la chose qu'on va crier sur les toits. Il y a probablement des gens qui ont des préjugés positifs ou négatifs. La population se divise globalement en 2 moitiés. Est-ce que les préjugés peuvent changer suite à des explications ou des raisonnements? Si ce sont des préjugés et que certains changent, mais tant mieux, parce que préjugés, par définition, c'est pas positif. Maintenant que certains les gardent en les transformant en post-jugés, c'est-à-dire que si ce que l'on explique confirme matériellement leur opinion, dans ce cas, c'est très bien. Somme toute, les phénomènes paranormaux sont toujours inexplicables et controversés. Ils provoquent tout un chamboulement dans la vie des personnes qui en vivent. Les gens intéressés par ces phénomènes sont nombreux, mais ne s'affichent pas souvent ouvertement. Que l'on y croit ou pas, les phénomènes paranormaux sont présents un peu partout autour de nous. Certaines personnes en vivront assurément plus que d'autres, mais leur constatation fait partie des expériences qui font grandir.